Bonjour, je me présente, Geoffroy de l'Étrange, je m'occupe des relations analystes du marketing produit chez Cornerstone pour l'Europe et je suis très heureux aujourd'hui d'être entouré de 3 analystes français qui vont nous parler un petit peu des tendances du marché. Donc est-ce que vous pouvez vous présenter et expliquer un petit peu ce que vous avez pu observer durant cet événement Cornerstone Convergence? Je suis l'intrus dans le groupe parce que je suis britannique, mais je travaille en France. Je suis fondatrice du plus grand salon sur le e-learning en France. Et je rédige des articles et je réfléchis et je fais l'évangile sur l'utilisation de l'e-learning en France et dans le monde. Mais je suis très accrochée au marché français pour l'instant. Effectivement, Sally-Anne Moore, donc fondatrice de maintenant Learning Technologies France, qui aura lieu en janvier prochain. C'est ça. Oui, merci. Claire-Marie Devulio, donc moi je suis directeur market à ChairTech Leader au CXP depuis plus de 18 ans. Donc mon rôle en tant qu'analyste, c'est de connaître le marché, les différentes tendances, et donc on analyse les différentes solutions au niveau commercial, marketing, technique et fonctionnel, et de plus en plus aussi prestation de services. Donc ce type d'événement est important pour moi puisque ça me permet de voir quelles sont les tendances, d'avoir des retours clients et de voir qu'est-ce qui est réellement fait sur les solutions. Bonjour, François Goetz, je suis enseignant spécialisé sur les problématiques de systèmes d'information RH, notamment auprès des IAE de Lille, de Montpellier, de Paris 12. Et en fait, je suis analyste d'une certaine façon de ce métier, de cet environnement, et ma présence à Convergence est aussi là pour venir apporter aux étudiants les dernières visions et les dernières concrétisations que l'on peut trouver dans ces technologies et l'impact que ça va avoir sur la fonction ressources humaines. Donc on voit des expertises différentes, plutôt formation, plutôt SIRH ou plutôt stratégie RH au sens plus large du terme. Dans vos domaines d'expertise respectifs, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu les tendances de fond que vous voyez en France ou dans le monde? Alors en fait, on a un marché RH qui est un petit peu complexe à analyser. Tout d'abord, et surtout quand on regarde en France, nous avons des situations extrêmement différentes entre la très grande entreprise, le grand groupe mondialisé, et la PME qui est sur son territoire avec 100, 150 collaborateurs. Et en fait, malgré tout, on a une fonction RH dans ces deux cas. Donc avoir une vision des tendances RH, c'est aussi être capable de faire ce grand écart. Oui. Et ce grand écart, en fait, il n'est pas si important que cela, parce que les préoccupations finissent par se rejoindre, avec une volonté que de faire fonctionner une fonction RH sur ses deux jambes. Une logique où on va être en capacité d'avoir une vision collective, qu'est-ce qui se passe au niveau du corps social, et là on va avoir tout un ensemble de choses où l'informatique va nous aider énormément. Et puis une autre jambe qui est celle de toute la problématique de la gestion de la relation individuelle, où d'une certaine façon, les professionnels RH, ce sont aussi des gens qui sont au contact de l'humain et retravaillent les modes de relation en fonction des attentes des collaborateurs. Mais quelles attentes? Comment les écouter? Eh bien, là aussi, encore une fois, l'informatique, mais pas avec les mêmes applications, va être en capacité que de nous apporter quelques pistes. Et je rajouterais aussi, donc il y a cette dimension individuelle et globale, et il y a aussi la dimension court terme, long terme, et il faut effectivement jongler sur tous ces aspects-là. Claire-Marie, peut-être à un niveau européen, est-ce que tu vois quelques tendances dont tu voudrais parler? Donc, oui, effectivement, ces différentes tendances, on voit bien qu'il y a une différence de niveau de maturité, en fait, entre les différentes organisations, peut-être aussi entre les différents pays. Effectivement, on en a d'ailleurs entendu parler ce matin, parfois le système d'information ressources humaines, dans une première étape, sert déjà à pouvoir compter ses salariés, donc c'est toute la partie administrative, core système qui est mis en place. Une fois qu'on a cette maturité, qu'on a automatisé des process, on peut plus s'occuper des employés, de leurs attentes et de mettre en place des solutions un petit peu plus avancées dans le domaine des RH. On en parlait hier d'ailleurs par rapport à cette pyramide de Maslow où on monte en niveau.
Et donc effectivement, dans l'étude que nous avions faite avec Cornerstone, nous avions repéré qu'en France, on était plus avancé par rapport à tout ce qui était formation, et qu'en Allemagne, il y avait on était un petit peu en retard, mais on commençait à avancer. Enfin, en tout cas, il y avait un niveau de maturité qui était moins important qu'en France par rapport aux différents process RH. Et donc ça, c'est très important parce qu'effectivement, tout le monde n'est pas au même niveau. Quand on fait des missions de conseil, parfois on se retrouve face à des clients qui sont déjà très informatisés, donc qui vont s'occuper qui vont s'intéresser à des sujets un peu en avance de phase, comme le bien-être au travail, faire évoluer la culture de l'entreprise, et d'autres qui sont déjà à un premier niveau sur les différents process de base en fait, compter ses salariés, automatiser les processus de recrutement pour tout simplement partager les différents dossiers entre différents collaborateurs. Et Sally, côté plutôt formation? Oui, j'étais fascinée avec notre conversation hier soir. Effectivement, on a vu une pyramide de besoins qui commence avec le besoin d'être en accord avec la loi. Et en France, le code de travail, tout ça, effectivement, je vois beaucoup de directeurs de ressources humaines, PME et autres d'ailleurs, qui sont complètement comblés avec juste ces besoins-là. Et de réfléchir sur le rôle stratégique des ressources humaines, c'est trop. Parfois. Mais c'est vrai qu'il y a une hiérarchie de besoins. Si je parle de la formation et aussi le e-learning et la comparaison avec d'autres pays en Europe, il y a une chose qui sort un petit peu en France. C'est que les employés en France sont très peu probables par rapport à un Hollandais, un Anglais, un Allemand, un Espagnol ou un Italien de payer leur propre formation. Oui. Il y a une attitude en France qui dit « ça c'est mon droit, j'ai le droit d'une formation payée par mon entreprise et j'attends qu'on m'impose un plan de formation ». Il y a moins de propensité de dire « je suis propriétaire de mes propres compétences et je suis responsable de mon propre développement ». Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais encourager plus avec la disponibilité d'un contenu vaste maintenant en français sur l'Internet. On a la possibilité de s'auto-former selon ses propres plans de carrière et ses propres ambitions et pas nécessairement attendre qu'on nous impose un plan de formation et adopter un peu une attitude un peu plus responsable et adulte sur je peux dépenser 19 € moi-même pour apprendre l'anglais. Donc effectivement des tendances particulièrement intéressantes. Maintenant on voit aussi des points d'amélioration, soit typiquement français, soit plus globaux. Sally, tu parlais d'une étude au niveau mondial. Oui. L'année passée, je faisais de la recherche pour un livre qui est sorti sur « Il ne faut pas gérer les mains, il faut gérer les cerveaux », rédigé par 2 auteurs de Californie. Et dans la recherche qu'on a fait, on a regardé effectivement un problème qui existe au niveau des 1000 plus grandes entreprises du monde. D'ailleurs, ça comprend un certain nombre d'entreprises françaises, il faut dire. Les entretiens avec les PDG des grandes organisations ont posé la question « Quelles sont vos priorités d'investissement dans les 5 ans à venir ?» Alors, parenthèse, dans ces entreprises, on est aussi capable de l'humain est notre number one asset, le capital humain, c'est notre souci premier, nos effectifs sont nos plus grands avantages dans le marché, etc., etc. Mais avec les actionnaires, il y a quand même ce qu'on appelle un tangibility bias, c'est-à-dire les investissements listés comme les top 5, c'était l'informatique, la recherche, la marque, notamment dans le social media, l'automation, la robotisation et l'usine, les bâtiments. Les humains ne figuraient pas dans la liste, en fait. Ils arrivent 8e, quelque chose comme ça. Pourquoi? Alors, les PDG ont avoué, effectivement, on a un discours qui n'est pas en phase avec ce qu'on fait réellement. Les actionnaires nous mettent une pression. La pression vient du fait que si on investit dans quelque chose de tangible, c'est plus facile à gérer. Si l'investissement est tangible, le ROI est tangible. Okay? Alors, nous, on sait tous que ça c'est vrai, mais aussi il y a des pays, en Scandinavie par exemple, où on arrive à mettre le capital humain dans le balance sheet, dans l'audit public. C'est possible. C'est une question de volonté et de voir la lumière. Oui, et puis peut-être aussi d'outils, justement. À partir du moment où on a un peu informatisé, on peut être en mesure de mesurer ces éléments-là. Alors que quand effectivement on n'a rien, si on ne sait même pas compter son nombre de salariés, on ne pourra pas le Ça, ce serait pour toi, Claire-Marie, aussi le point d'amélioration, ce serait l'analytique, du coup en lien avec ce que dit Sally. Tout à fait. Les outils, les outils proposent vraiment beaucoup de choses. Pour
le rôle des ressources humaines aussi, c'est de convaincre et de combattre cette tangibility bias. Il y a une autre étude qui a été faite par Korn Ferry qui montre qu'un $1 investi dans un humain rend 11,36. Ça, c'est un ROI exceptionnel que tu ne trouveras jamais dans le robot, le bâtiment, l'informatique ou le R&D. Donc, c'est loin le meilleur investissement qu'on peut faire. Mais il y a justement cette notion de gérer cet investissement. Je compte beaucoup sur Cornerstone maintenant. Parce qu'il faut les outils. On va essayer d'y contribuer. Et il faut voir la lumière. Ouais. Et François, alors toi tu es souvent très très direct dans tes blogs ou sur Twitter sur les sujets qui t'énervent. Donc si tu dois choisir un, ce serait quoi? Non, c'est pas un sujet d'énervement. Je rebondirai sur les propos de mes deux collègues avec un élément important. C'est-à-dire que d'une certaine façon, c'est vrai que investir dans l'humain rapporte. La seule chose, c'est qu'encore aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés à pouvoir le justifier. Oui. On a beaucoup de difficultés à pouvoir le justifier, tout d'abord parce qu'on n'a pas l'habitude de, ça revient un petit peu à dire oui, mais on ne va pas avoir les données permettant de le faire. Et donc nous avons la nécessité que de mieux recueillir ce type d'informations, savoir comment on va les traiter. Et puis, une fois qu'on va l'avoir, il va quand même rester une grande interrogation. Parce que derrière tout ça, on a tout un ensemble de choses qui relèvent de la dimension de l'analytique, qui va nous permettre de décrire, d'expliquer, de prédire, voire de prescrire aussi ce que l'on doit faire. Mais la prescription, elle est toujours dans les mains d'un décideur. Et que veut-on en faire ? Est-ce que nous allons utiliser cette logique analytique, cette intelligence artificielle, si je reprends un terme un peu marketing, pour faire plus de la même chose avec moins, ce qui est une possibilité, si l'on écoute les actionnaires, ou est-ce que nous allons utiliser ces données, cette analyse, cette entre guillemets intelligence artificielle, ou ces systèmes d'apprentissage artificiel, pour faire autre chose différemment ? Alors moi je pense que la pression du marché, et c'est ce qu'expliquait Adam Miller dans sa keynote ce matin, c'est que de toute façon le monde change tellement et tellement vite qu'on est obligé d'investir sur l'humain parce que on sait que les choses changent, mais on ne sait pas dans quelle direction. Donc il faut, comme on doit être prêt au changement, on doit être prêt finalement à apprendre à réapprendre. Voilà. Et apprendre à aller vers l'inconnu aussi, d'aller vers l'innovation, et c'est ça qui va permettre ces éléments-là. De ce point de vue-là, il a à mon sens tout à fait raison, parce que ceux qui vont, entre guillemets, gagner cette guerre des talents, cette compétition économique, parce que ce n'est pas qu'une guerre des talents, c'est une compétition économique, ceux qui vont la gagner, ce seront ceux qui, à mon avis, auront eu l'intelligence naturelle, celle-ci, auront eu l'intelligence de dire « nous devons valoriser ces informations, nous devons valoriser ces compétences pour faire autre chose autrement. » C'est une logique d'agilité. Et aussi, nous devons faire extrêmement attention à ne pas utiliser cette HR Analytics pour refiger, resolidifier des fonctionnements, des comportements, des procédures, etc. Non, nous devons utiliser ces éléments-là pour travailler dans une certaine forme d'agilité. Et ça peut se faire assez facilement avec les collaborateurs et avec les représentants du personnel aussi. Oui. Ils y sont prêts, ils intègrent ces éléments-là. Tout à fait. Et peut-être que d'une certaine façon, travaillant mieux, on va peut-être réussir à développer une logique de soft law, alors qu'en France, on aime bien la hard law, faut bien être honnête. Et c'est ça aussi que nous avons derrière l'utilisation de ces nouveaux outils, tels que celui de Cornerstone, avec une vision globale de la chose, et pas des petits trucs dans chaque point, pas de gadget. D'accord. Une vision globale pour une agilité de demain. Qui nécessite aussi une évolution de la culture, parce que si on met en place ces outils sans rien bouger, on arrive à exploser en fait. Et on en parlait hier avec Monsieur avec votre grand directeur qui expliquait que chez vous la culture, en fait, peu importe si les salariés le mercredi ils ont besoin d'aller faire un cours de boxe ou autre, il y a aussi toute une culture du temps qui est complètement différente et qui est nécessaire pour tirer profit de l'agilité de tous ces outils informatiques. D'où le défi lancé par Adam Miller ce matin, donc le défi 5 pour 20,
laissez 5% du temps à vos collaborateurs, on pense que ça vous rapportera 20 fois plus. Voilà, merci beaucoup. Merci. Donc aux analystes français Merci à Cornerstone d'être pour cet événement intervenus. magique. Merci beaucoup.